On vit littéralement entouré d'un océan d'ondes qu'on ne voit même pas. Pensez-y. Nos téléphones, le Wi-Fi, tous nos objets connectés, bref, ça fait partie de notre vie de tous les jours. Et forcément, avec tout ça, il y a une question qui revient sans cesse, une petite inquiétude qui traîne. Est-ce que toute cette technologie est vraiment sans danger pour notre santé? C'est la grande question, n'est-ce pas? Celle qui fait couler beaucoup d'encre. Alors pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va se plonger dans un rapport super important de l'ANS, l'Agence de sécurité sanitaire française, et on va décortiquer ensemble ce que la science nous dit pour de vrai aujourd'hui. Alors voilà comment on va procéder. On va d'abord s'attaquer à la base. Le cancer, c'est quoi exactement? Ensuite, on se penchera sur les radiofréquences, ce monde invisible. Après ça, on verra comment les scientifiques mènent l'enquête, puis on décodera les preuves pour enfin arriver au verdict sur le risque. Allez, c'est parti! Bon, rentrons dans le vif du sujet. Avant même de se demander si quelque chose cause le cancer, il faut déjà savoir de quoi on parle. C'est essentiel de comprendre ce que c'est, au niveau le plus petit, au niveau de nos cellules. Souvent, tout part d'une tumeur. Bon, une tumeur, c'est juste un amas de cellules. Mais attention, et c'est super important, tumeur ne veut pas dire cancer. La grosse différence, le point crucial, c'est qu'une tumeur bénigne, elle, reste sage, elle ne bouge pas. Alors qu'une tumeur maligne, elle, c'est l'anarchie. Elle peut envahir ce qui l'entoure et se propager. Et voilà, c'est ça le cancer, c'est ce côté invasif. Faut bien comprendre qu'un cancer, ça n'apparaît pas du jour au lendemain, non. C'est un processus hyper long, ça peut prendre des dizaines d'années. Pour faire simple, on peut le voir en 3 étapes. D'abord, il y a l'initiation, c'est la petite étincelle en truc qui abîme l'ADN. Ensuite, la promotion. Là, on souffle sur les braises et les cellules abîmées commencent à se multiplier. Et enfin, la progression. Là, l'étincelle est devenue un incendie, la tumeur devient agressive, invasive. Voilà, la première phase, l'initiation. C'est l'étincelle. Imaginez, l'ADN d'une cellule, juste une, est endommagé. Et si cette mutation touche pile les gènes qui contrôlent la division, eh bien cette cellule, elle reçoit une sorte de feu vert pour se diviser à l'infini, sans plus aucun contrôle. C'est vraiment le tout début. Après l'étincelle vient la phase de promotion. Là, comme je disais, on souffle sur les braises. Les cellules qui ont été modifiées sont stimulées, elles se multiplient, elles forment des petites colonies. À ce moment-là, on ne voit rien, c'est indétectable, mais le processus est bel et bien enclenché. Et on arrive à la dernière étape, la progression. Là, c'est l'incendie. La tumeur devient vraiment maligne. Elle est maligne, elle va se créer son propre réseau de vaisseaux sanguins pour se nourrir et grandir. Et surtout, elle peut envoyer des cellules un peu partout pour coloniser d'autres organes. C'est ça qu'on appelle les métastases. Ok, maintenant qu'on a posé les bases sur ce qu'est un cancer, il est temps de se tourner vers notre suspect du jour, les fameux champs électromagnétiques radiofréquences. C'est quoi au juste? En fait, on en est entouré. Le smartphone dans la poche, le Wi-Fi à la maison, le Bluetooth des écouteurs, le badge pour ouvrir la porte du bureau, et même le radar de recul de la voiture. Elles sont absolument partout, tout le temps. On baigne dedans littéralement. Alors la question, c'est, face à cette exposition permanente, comment les scientifiques s'y prennent pour savoir s'il y a un lien avec une maladie comme le cancer? Eh bien, l'enquête est très sérieuse, elle repose sur des méthodes bien précises. En gros, la recherche, elle a 2 jambes pour avancer. D'un côté, il y a les études épidémiologiques. Là, c'est un peu un travail de détective à grande échelle. On observe des milliers de personnes pour voir si, statistiquement, ceux qui sont les plus exposés tombent plus malades. Et de l'autre côté, on a les études expérimentales en labo. Là, on contrôle tout et on regarde directement les effets sur des cellules ou sur des animaux. Et pour que ce soit plus concret, voilà à quoi ça ressemble. À gauche, on a des cellules dans ce qu'on appelle une boîte de Petri. Ça, c'est une étude in vitro. Et à droite, on travaille sur un animal de laboratoire, c'est une étude in vivo. Il faut bien comprendre que les deux sont super importants pour essayer d'assembler toutes les pièces du puzzle. Et pour mesurer l'exposition, il y a une mesure clé, une sorte de standard. C'est le DAS, pour débit d'absorption spécifique. En fait, c'est tout simple. Ça mesure la quantité d'énergie des ondes que notre corps absorbe. C'est cette valeur qu'on retrouve sur la notice de nos téléphones et c'est la référence pour toutes les normes de sécurité. Et attention, cette mesure, ce n'est pas fait au pifomètre. Pour la calculer, les scientifiques utilisent des mannequins très spéciaux, des fantômes, qui sont remplis d'un liquide qui imite nos tissus. Des sondes robotisées mesurent tout ça avec une précision incroyable. Bref, c'est un processus très rigoureux pour être sûr que les appareils ne dépassent pas les limites. Bon, maintenant qu'on a vu les méthodes, on passe au plat de résistance. L'analyse des preuves. Le cœur du rapport. Et je préviens tout de suite, c'est là que les choses se compliquent. Le tableau est loin d'être tout noir ou tout blanc. Si on prend l'exemple le plus connu, les tumeurs cérébrales, c'est un vrai casse-tête.
D'un côté, on a certaines études qui suggèrent qu'il pourrait y avoir un risque plus élevé pour les très très gros utilisateurs de téléphone sur le long terme, mais de l'autre, on a de grandes études sur des milliers de personnes qui, elles, ne retrouvent pas ce lien. C'est super compliqué parce que la technologie a tellement changé, et puis, qui se souvient exactement de combien de temps il passait au téléphone il y a 15 ans? C'est un vrai défi pour les chercheurs. Et d'ailleurs, cette citation du rapport de l'ANSES, elle résume tout. Je cite, « Il existe une grande hétérogénéité entre ces études, ce qui rend difficile l'interprétation. En clair, ça veut dire que les études sont tellement différentes les unes des autres que c'est presque impossible de les comparer et d'en tirer une conclusion simple et claire. C'est ça le problème. » Et si on regarde du côté du laboratoire, eh bien, c'est un peu le même match nul. Certaines études vont observer des effets, comme un stress sur les cellules. Mais le truc, c'est que pour chaque étude qui trouve un effet, il y en a une autre, tout aussi bien faite, qui ne trouve rien du tout. Pour le dire simplement, les scientifiques n'ont pas encore mis le doigt sur un mécanisme biologique clair qui expliquerait comment ces ondes pourraient potentiellement causer un cancer. Alors, au bout du compte, après avoir pesé le pour et le contre de toutes ces études, parfois contradictoires, quel est le verdict final des experts? Eh bien, le verdict officiel, c'est inclassable quant à sa cancérogénicité. Alors attention, c'est une nuance super importante. Inclassable, ça ne veut pas dire sans danger. Pas du tout. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, avec toutes les données disponibles, la science n'a pas assez de preuves solides pour trancher. Ni pour dire oui, c'est cancérigène, ni pour dire non, ça ne l'est absolument pas. La balance reste au milieu. Du coup, face à ce doute, l'ANSES applique le principe de précaution. Elle donne quelques recommandations. Pour tout le monde, c'est de privilégier les connexions filaires, avec un câble, quand c'est possible. Et pour la communauté scientifique, le message est clair. Il faut continuer les recherches. Il y a encore des zones d'ombre, notamment sur les effets possibles sur la fertilité par exemple. En résumé, on peut dire que la science n'a pas encore établi de lien de cause à effet avéré. On n'a pas trouvé de preuve irréfutable qui relie l'exposition aux ondes et l'apparition d'un cancer. Ça ne veut pas dire que ce lien n'existe pas, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne l'a pas démontré. Et tout ça, ça nous laisse avec une vraie question pour l'avenir. La technologie, elle, avance à une vitesse folle. La 5G est partout, on parle déjà de la 6G. Est-ce que la recherche scientifique, qui par définition a besoin de temps, de recul, pourra suivre ce rythme effréné? C'est tout l'enjeu. Une chose est sûre, le débat, lui, est très loin d'être terminé.